Dans l'Europe médiévale, à l'époque des cathédrales, des chevaliers et des guildes, existait aussi l'un des métiers les plus anciens, la prostitution. Les maisons closes se tenaient dans l'ombre de la société pieuse, pourtant elles en étaient une partie intégrante. L'Église considérait officiellement la fornication comme un péché grave, mais en même temps, de nombreux clercs et autorités séculières voyaient dans les maisons publiques un mal nécessaire qui prévenait des vices pires. Dans les villes médiévales, aux côtés des clochers d'église, opéraient en secret des bordels, des endroits où l'on allait pour l'amour vénal, comme les sources de l'époque appelaient pudiquement les services sexuels. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quoi ressemblait un bordel médiéval à l'extérieur et à l'intérieur, qui le fréquentait et qui y travaillait. Nous révélerons quelles règles strictes les prêtresses de l'amour devaient suivre. Pourquoi les conseils municipaux estimaient que les maisons publiques étaient indispensables pour le fonctionnement du monde, et comment l'Église se retrouvait paradoxalement impliquée dans l'exploitation des bordels. Nous verrons également comment les tentatives médiévales d'interdire la prostitution échouaient souvent, et ce que cette histoire peut nous dire aujourd'hui sur l'approche du plus vieux métier du monde. Dans un moment, nous ouvrirons ensemble les portes closes d'un bordel médiéval et dévoilerons ses secrets. Pour commencer, il était nécessaire de comprendre comment la prostitution était perçue au Moyen Âge. La rhétorique officielle était inflexible. Les dirigeants ecclésiastiques prêchaient que chaque chrétien devait s'abstenir de la fornication, et les femmes de mauvaise vie, comme on appelait alors les prostituées, étaient publiquement réprimandées. Le sexe hors mariage ou sans intention de procréer était, selon le droit canonique, un péché mortel. Pourtant, la réalité de la nature humaine exigeait une bonne dose de pragmatisme. De nombreux clercs et fonctionnaires municipaux fermaient les yeux sur l'existence des prostituées et les toléraient avec l'argument qu'il valait mieux avoir le vice sous contrôle, plutôt que de laisser les hommes chercher des moyens plus dangereux pour satisfaire leurs désirs. Les textes médiévaux mentionnent souvent que la présence de prostituées protégeait les femmes respectables contre le viol et la séduction. Comme l'a littéralement déclaré le Conseil vénitien de l'an 1358, l'amour vénal est absolument indispensable au monde. Cela semble étonnamment ouvert, mais cette déclaration officielle de l'une des villes les plus pieuses de l'époque montre à quel point la prostitution était profondément enracinée. Même le théologien éminent saint Thomas d'Aquin comparait les bordels à une fosse septique dans un palais. Si vous la supprimez, le palais, entendez par là la société, commence à se décomposer dans l'odeur du vice. En d'autres termes, un certain mal était toléré pour absorber les impuretés et protéger la plupart de la société contre la décadence morale. Le pouvoir séculier trouvait également quelque chose d'utile dans ce mal. Les conseils municipaux et les souverains découvraient que la prostitution contrôlée pouvait apporter des revenus considérables dans les caisses. Les prélèvements sur les prostituées et les taxes sur les bordels devinrent une source bienvenue de revenus. Selon les documents conservés de diverses villes, les prostituées payaient des taxes pour exercer leur métier, et une partie des paiements des clients allait aux fonctionnaires. En bref, les dirigeants et les conseillers municipaux voyèrent dans le bordel toléré un moyen de maintenir l'ordre public tout en tirant profit. Ainsi naquit un étrange accord social. La prostitution était officiellement condamnée, mais en secret organisée et tolérée. Les chroniques médiévales ne sont donc pas surprenantes lorsqu'elles mentionnent que parmi les visiteurs réguliers des bordels se trouvaient non seulement des jeunes célibataires, des marchands itinérants ou des chevaliers solitaires, mais aussi des bourgeois mariés et un bon nombre de dignitaires ecclésiastiques. Bien que de nombreux prêtres prêchaient contre la fornication, la visite d'un bordel était souvent considérée comme un péché mineur comparé à d'autres transgressions sexuelles. Dans cette vidéo, nous allons bientôt voir comment, aux côtés des prêches moralisateurs, fleurissait une réalité parallèle, le monde des bordels médiévaux, qui malgré toutes les condamnations, débordait d'intérêt.
Comment l'idée de concentrer les prostituées dans des maisons closes officielles est-elle née? Au début du Moyen Âge, lorsque les villes étaient petits camps, et que la vie était strictement régie par la morale ecclésiastique, la prostitution se déroulait plutôt de manière incontrôlée en marge de la société. Les femmes déchues attendaient alors près des routes, des marchés, ou se cachèrent dans les recoins des tavernes et des foires. Les chroniques mentionnent qu'encore au XIIe siècle, il était possible de rencontrer les filles de mauvaise vie près des portes de la ville, à l'ombre des remparts, ou même dans des bains, qui fonctionnaient souvent comme des bains publics et des lieux de rencontre non officiels. Les lois tentaient de les chasser des bains et des marchés. Mais tant que les femmes étaient dispersées dans toute la ville, il n'était pas simple de réprimer leurs services, ni de les contrôler. Le tournant arrive avec le développement des villes au XIIIe siècle. Une fois la population urbaine grandie et les administrateurs des villes mieux organisés pour l'ordre public, un plan s'est dessiné pour concentrer la prostitution en un seul lieu. Les autorités locales, de Londres à l'Italie, ont mis en place des maisons closes officielles, généralement une seule ou juste quelques-unes dans une ville, où toutes les prostituées devaient être exercées sous surveillance. Ce modèle avait des avantages, la transparence, la possibilité de collecter des taxes et dans une certaine mesure également le contrôle des mœurs. Chaque grande ville d'Europe occidentale donc possédait ou licenciait son officiel bordel, à l'apogée du Moyen Âge, dont les portes étaient paradoxalement ouvertes à tous les hommes sans distinction de classe. L'apparence d'un tel bordel dépendait de la richesse et de la taille de la ville. En France, il est peu courant de dire que chaque ville avait une maison publique aménagée selon ses moyens. Certaines étaient de simples maisons en rez-de-chaussée adossées aux murs, comme à Tarascon. Ailleurs, comme à Lyon ou à Avignon-Papal, le bordel urbain atteignait une surprenante opulence. Les sources le comparaient au palais patricien en termes de somptuosité. En dehors de ces entreprises officielles, il existait cependant aussi des bordels privés. Divers proxénètes invitaient les clients dans leur propre maison, souvent avec seulement 2 ou 3 filles disponibles. Ils faisaient ainsi concurrence au monopole municipal, ce qui bien sûr conduisait les autorités à intervenir de temps à autre contre eux. Il convient de prêter attention à l'origine du terme « bordel ». Ce terme, internationalement reconnu pour désigner un bordel, trouve ses racines justement au Moyen Âge. Il dérive du mot français « borde », qui signifie planche ou cabane. Cela faisait référence aux simples cabanes en bois, près des ports, où les marins allaient trouver des prostituées. De ces modestes bordes sont nés les bordels, et certains se sont peu à peu transformés de cabanes en de somptueuses maisons de pêcher. Un voyageur vénitien, par exemple, se lamentait du fait qu'au XVe siècle, certains bordels dans les ports rivalisaient en splendeur avec les maisons des riches marchands. Et qu'en était-il chez nous? Même dans les terres tchèques, des maisons publiques firent leur apparition, notamment à l'époque de Luxembourg. Prague, en tant que métropole animée, avait son quartier fameux de débauche. Les bordels se tenaient près des remparts de la ville et attiraient les clients la nuit avec la lumière des lampes et les appels provoquants des filles. Le célèbre prédicateur Jean Milić de Kroměříž mentionne même au XIVe siècle un bordel de Prague tristement célèbre appelé Venise, plein de femmes perdues dans le péché. Comme nous le dirons dans un instant, Milić traita ce repère de vice à sa manière. Il le transforma en hospice pieux, mais le fait qu'une telle maison existait ouvertement témoigne de la tolérance du conseil municipal. En Angleterre également, il y avait des localités célèbres pour l'amour contre paiement. À Londres, dès le XIIe siècle, un quartier de Southwark abritait pas moins de 18 bordels licenciés. Ce qui est curieux, c'est que ces établissements fonctionnaient sous la houlette de l'Église. Ils étaient gérés par l'évêque de Winchester et les recettes étaient supposément destinées à construire des églises et pour des fins religieuses. Un millier de oies de Winchester, comme on surnommait les prostituées londoniennes, vendaient alors leur corps avec le consentement de l'Église. Bien que publiquement l'Église n'approuvât pas la prostitution, dans ce cas, elle la protégeait et en tirait profit. À la jonction du XIIIe et du XIVe siècle,
On peut dire que la prostitution organisée connaissait son âge d'or. Les maisons publiques, étaient présentes dans presque toutes les grandes villes de Paris à Nuremberg, en passant par Florence. Les autorités publiaient des décrets pour réglementer ce type spécifique de commerce. Il y avait tellement de prostituées qu'un seul quartier officiel ne suffisait généralement pas. À Londres, par exemple, ils ont dû ouvrir en 1240 une autre zone rouge dans le quartier de Farringdon pour satisfaire la demande. La vie et les affaires s'étaient adaptées à l'existence des bordels. Mais nous allons maintenant faire quelque chose qu'un moralisateur médiéval aurait à peine approuvé. Nous allons ouvrir les portes d'un bordel et voir à l'intérieur comment ça se passait. Imaginez maintenant que vous devenez, l'espace d'un instant, un visiteur d'un bordel médiéval. C'est une nuit tardive, en l'an 1400, et vous entrez depuis une ruelle étroite dans une maison en pierre adossée au rempart de la ville. Une lanterne orne la porte en bois du bordel, sa lumière tamisée projetant des ombres vacillantes sur le pavé. À l'intérieur, une odeur vous frappe. La fumée des lampes à huile se mêle au parfum du vin bon marché et du musc d'eau de lavande que les femmes utilisent pour masquer des odeurs moins agréables. Dans la pièce principale basse, éclairée par quelques chandelles vacillantes, se tiennent tous à soi, un groupe de femmes. Prêtresses, de l'amour de tous âges, certaines à peine adultes, d'autres des trentenaires expérimentés, vous regardent avec un mélange de provocation et de routine. Beaucoup portent des vêtements voyants, qui les distinguent d'un coup d'œil des citadines respectables dehors. L'une porte un chapeau coloré garni de petites clochettes qui tintent à chaque mouvement, comme le prescrivait un décret à Florence, tandis qu'une autre arbore un décolleté profond qui expose sans vergogne ses seins. C'est même une tenue obligatoire pour les prostituées à Rome, pour qu'elles ne puissent pas être confondues avec des femmes vertueuses. Dans un coin, une musique douce joue. Peut-être un luthiste itinérant fredonne une mélodie simple pour compléter l'atmosphère et amener les invités à la débauche. Des conversations et des rires étouffés remplissent la pièce. La maquerelle, une femme corpulente d'un certain âge, ancienne prostituée qui dirige la maison, est assise à l'arrière du comptoir et surveille ce qui se passe d'un œil sévère. C'est elle qui fixe les règles de la maison, supervise le paiement et maintient l'ordre, souvent avec l'aide de son mari ou d'un gardien engagé. Quand vous entrez, elle vous adresse un regard en coin. Elle reconnaît un nouveau client au premier coup d'œil. L'une des filles s'approche instantanément de vous, touche légèrement votre épaule et vous offre une coupe de vin épicé. Le banquet de l'amour charnel peut commencer. Vous choisissez une compagne pour la nuit. Convenez d'une voie basse du prix, qui peut être fixé selon les règles, municipales ou être négocié, dans de nombreuses villes. Cependant, il existait des tarifs maximums pour éviter que les prostituées ne fassent monter les prix trop haut. Une fois que vous remettez la pièce dans la paume de la maquerelle, ou directement à la fille, vous empruntez les escaliers en bois vers l'étage. Là, se trouvent de petites chambres pour les couples. Par endroits, ce sont de simples compartiments séparés par un rideau. Ailleurs, de véritables chambres avec des portes. Encore une fois, selon la somptuosité ou la modestie du bordel. À l'intérieur, il y a généralement un lit avec une structure en bois robuste, une paillasse et plusieurs draps de toile. Il s'agit d'un lit étonnamment propre. Le linge est lavé et relativement frais, car une fois par semaine, dans cette maison, le linge doit être lavé et changé, comme l'ordonne la réglementation. Une règle municipale de Nuremberg autour de l'an 1470, par exemple, stipulait que chaque bordel devait fournir aux femmes du linge de lit propre et également un bain gratuit au moins une fois par semaine sur les frais de l'exploitant. Dans votre chambre, il y a peut-être même une baignoire en bois, dans les bordels de meilleure qualité. Le bain est inclus comme un service. Ailleurs, un seau d'eau pour un lavage minimal est disponible. Les prostituées du Moyen Âge n'étaient certainement pas moins attentives à la propreté que nous. Elles savaient que leur apparence soignée et leur parfum étaient leur outil de travail. Elles prenaient régulièrement des bains, même si c'était parfois dans une bassine, et utilisaient des huiles parfumées pour être aussi attirantes que possible pour les clients. Tandis que le rendez-vous convenu se déroule,
L'activité continue en bas dans la pièce principale. Certains clients réguliers boivent une bière ou un vin à table. Le bordel fonctionne souvent aussi comme une taverne, de sorte que les hommes y viennent non seulement pour le plaisir, mais aussi pour la compagnie et l'amusement. Les femmes s'asseyant sur leurs genoux, leur font des compliments, et plaisantent, les maintenant joyeux et motivés à dépenser. Dans un coin, un feu ou un poêle peut crépiter. Surtout dans les pays du Nord, il doit faire chaud, sinon personne ne voudrait venir ici en hiver. Toute la maison est en fait un petit monde à l'envers. Ici, les règles sociales strictes ne s'appliquent pas comme à l'extérieur. Les hommes, qu'ils soient apprentis pauvres ou fils de riches bourgeois, se mêlent ici dans une fraternité joviale. Ils tutoient les filles, que dans la rue ils devraient ignorer, et profitent d'une échappatoire aux soucis quotidiens. Bien sûr, tout n'est pas permis même ici. La maquerelle surveille attentivement pour s'assurer qu'aucune violence ou bagarre ne se produise. Chaque visiteur a ses limites. Par exemple, dans un bordel respectable, il est interdit d'y apporter des armes. Les épées et dagues doivent être déposées à l'entrée pour prévenir toute tragédie due à l'ivresse. La soirée se termine généralement peu après minuit. De nombreuses villes ont instauré des heures d'ouverture des bordels. Par exemple, la veille des fêtes religieuses, ils doivent refermer complètement pour que personne ne pêche en temps sacré. Lorsque les voix nocturnes des veilleurs parcourent la ville, les derniers invités titubent dans l'obscurité, et derrière les portes du bordel règne le calme. Le quotidien dans un bordel médiéval ressemblait à bien des égards à celui d'aujourd'hui. Les moments de gaieté joyeuse alternaient avec des négociations sur le prix, des moments intimes à huis clos, mais aussi des moments d'ennui, d'épuisement et parfois de danger. Bientôt, nous examinerons les conditions et les règles auxquelles les prostituées médiévales devaient se conformer, et comment leur vie se déroulait sous l'œil vigilant du public. La vie d'une prostituée médiévale n'était en aucun cas une aventure romantique au milieu de coussins de satin, comme les fictions modernes le décrivent de parfois. En réalité, les prostituées étaient confrontées à toute une série d'ordres, d'interdictions et de restrictions sociales qui déterminaient leur quotidien. Les villes émettaient des règlements détaillés pour différencier les femmes légères des dames respectables et pour garder les pécheresses sous contrôle. L'une des règles les plus visibles était l'obligation de porter des vêtements ou des signes distinctifs. L'objectif était qu'aucun homme ne confonde accidentellement une prostituée avec une jeune fille vertueuse ou une dame mariée, et aussi que les femmes de mauvaise vie soient publiquement identifiées et humiliées. Ces marques variaient selon les régions de l'Europe. En Allemagne et en France, la loi exigeait souvent que les prostituées portent des accessoires de couleur vive, par exemple une ceinture blanche et un chapeau rouge. Le béret rouge des prostituées de Paris aurait été tellement attirant que d'autres dames l'avaient aussi adopté, ce qui irritait beaucoup les conseillers municipaux, car cela effaçait la distinction attendue. À Prague, du XIVe au XVe siècle, les femmes légères devaient, selon certains droits municipaux conservés, être enveloppées d'un voile bordé de jaune. La couleur jaune symbolisait la honte. Elle était associée à la trahison de Judas. Et de la même manière, les Juifs de l'époque médiévale devaient aussi porter une marque jaune. Dans les villes italiennes, ils allaient prendre parfois plus loin. À Florence, on exigeait que les prostituées portent des chapeaux ornés de petites clochettes pour qu'on les entende. Et à Rome, on ordonnait que les prostituées publiques se promènent avec les seins nus. Imaginez combien cela devait être humiliant et dangereux pour ces femmes. Dans les rues, tout le monde pouvait leur crier dessus, et personne ne pouvait les confondre avec une religieuse ou une épouse vertueuse. Outre l'habillement, il existait une série d'autres régulations. Par exemple, de nombreuses villes déterminaient où les prostituées pouvaient vivre et exercer leurs services. Elles devaient souvent se contenter de quartiers spécifiques ou des limites de la ville. On rapporte souvent qu'elles devaient vivre, tout comme le bourreau ou le fossoyeur, près des remparts, à l'écart du centre, mais jamais trop loin du marché ou des tavernes où elles cherchèrent des clients. Quelquefois, elles se voyaient attribuer des rues réservées.
Ailleurs, il veillait à ce qu'elles ne se déplacent pas à certaines heures sur les places publiques ou à proximité des églises. Ce qui ne voulait pas dire qu'elles le respectaient toujours. À Paris, il se dit que des courtisanes rusées trouvaient leurs clients directement à l'église, où elles faisaient semblant de prier ostensiblement, un livre de dévotion à la main. La maison publique, en tant qu'institution, obéissait alors à des règles de fonctionnement détaillées. Par exemple, dans la déjà mentionnée Nuremberg, un décret autour de l'an 1470 prescrivait que la tenancière de la maison devait fournir à chaque employé un logement et des repas, 2 repas consistants par jour, et un lit propre. En échange, elle pouvait facturer un tarif fixe, déduit chaque semaine des gains de la femme. En particulier, la maquerelle de Nuremberg pouvait retenir 42 pfennigs par semaine, pour chaque prostituée, quel que soit le fait que la femme ait consommé tous les repas ou non. De plus, le bordel devait chaque semaine chauffer un bain pour les femmes, à la charge de l'exploitant. Ces réglementations montrent que la société de l'époque s'efforçait d'établir au moins un minimum de conditions de soins, un toit au-dessus de la tête, des repas réguliers et de l'hygiène. Bien entendu, la pratique pouvait faire défaut, mais des enregistrements conservés, par exemple de Southwark à Londres, confirment que les maisons closes là, gérées, étonnamment, par l'Église, respectaient effectivement les examens médicaux hebdomadaires pour les femmes et fermaient pendant les jours fériés pour permettre aux prostituées d'aller se confesser ou à la messe. Ces femmes étaient même autorisées à recevoir la communion, indiquant qu'au moins dans ce cas, l'Église tentait de garder leur âme à portée de la rédemption, bien que leurs corps fussent vendus au péché. D'autres règles concernaient les finances et les gains économiques. Les municipalités se réservaient souvent une part de chaque acte tarifé. Par exemple, dans les villes allemandes, une certaine proportion, un tiers à la moitié, de la somme payée par le client allait dans les caisses municipales ou les poches de l'exploitant, le reste revenant seulement à la femme. La prostituée devait alors payer ses repas, le loyer de son lit, et peut-être même le lavage de son linge. Il n'est pas surprenant qu'à la fin de la journée, la femme en question se retrouve souvent avec peu de choses. Se retrouvant fréquemment endettée envers le propriétaire du bordel, surtout en période difficile ou de maladie, leur endettement perpétuel les enchaînait au bordel. Elles ne pouvaient les quitter avant d'avoir remboursé leurs dettes. Mais ces dettes augmentaient constamment du fait des intérêts et d'autres dépenses. Ainsi, les locataires se trouvaient-elles quasiment transformés en esclaves. Bien qu'il y ait eu des exceptions notables, il était généralement admis que les prostituées occupaient presque le bas de l'échelle sociale. Elles étaient tolérées, mais méprisées. Les sources médiévales les qualifièrent de termes peu flatteurs. En tchèque, par exemple, Koubeni, Nevieski, Praznéjinki, Mandeli ou Kurvi, elles étaient souvent assimilées aux mendiants, voleurs et lépreux. Les prostituées ne pouvaient exercer aucune profession honorable, se marier à un bourgeois respectable, à moins de quitter la profession et d'accomplir une pénitence ostentatoire, et n'étaient pas autorisées par exemple à porter des bijoux, des perles, des tissus coûteux ou des fourrures de renard gris, une fourrure coûteuse de Sciurus vulgaris, pas de rien de luxueux en somme. Cependant, comme cela arrive souvent, beaucoup de courtisanes plus réussies ne prêtaient en guère attention à ces interdictions et prenaient du plaisir à se parer. À Avignon et à Paris, il était notoire qu'elles portaient ostensiblement des livres richement décorés et des robes extravagantes à l'église, afin de montrer à tous qu'elles avaient des moyens et des amants influents. Toutefois, il ne faudrait pas mettre toutes les femmes de cette profession dans le même sac. Il existait différentes catégories de prostituées. Certaines étaient appelées femmes publiques. Elles vivaient de façon permanente et travaillaient dans le bordel urbain. D'autres pratiquèrent le métier seulement occasionnellement ou secrètement. Pour nombre de femmes dans les villes médiévales, la prostitution représentait plutôt un complément à leur principale source de revenus. Typiquement, les aubergistes,
tavernières ou propriétaires de maisons d'hôtes offraient parfois aux voyageurs solitaires des services supplémentaires en contrepartie d'un paiement. Certaines épouses d'artisans ou veuves s'y adonnaient par besoin, sans se considérer comme de véritables prostituées. Des cas archivés montrent qu'une dame pouvait même acquérir son propre logement avec l'argent gagné. Elle y exploitait d'abord une maison close, puis, une fois économisée suffisamment ou atteinte un âge avancé, elle louait la maison et mettait fin au métier. Le passage de prostituée active à maquerelle rusée ou propriétaire de biens n'était pas impossible. À quelques femmes capables, ce changement offrit une vieillesse convenable. Bien sûr, ce n'étaient que des récits exceptionnels. La majorité écrasante des femmes légères finissaient sans ressources, malades ou mourantes précocement. Les risques du métier étaient notables. La violence et l'abus guettaient à chaque tournant, des clients brutaux aux souteneurs impitoyables. Les dossiers judiciaires historiques sont rares, car les complaintes des prostituées n'étaient souvent pas crues. Un cas unique a survécu dans le sud de l'Allemagne, à Nördlingen, en 1471. Le tribunal municipal y jugeait des accusations contre un gestionnaire de bordel nommé Lienhard Freiermuth et sa compagne Barbara. Ces directeurs de bordel étaient accusés par les prostituées de les avoir battues, de les forcer à travailler même les jours où elles étaient en repos ou malades, et même pendant leurs jours de règle. Il aurait aussi donné secrètement des potions abortives aux femmes qui seraient tombées enceintes. Les femmes ne recevaient pas de salaire, mais un endettement croissant pour la nourriture et le loyer. Freiermuth assurait ainsi que personne ne puisse s'échapper. Dans ce cas précis, les autorités sont intervenues et ont puni le gestionnaire tyrannique, car leurs abus furent révélés. Les historiens notent néanmoins que c'était une situation exceptionnelle, où l'appel des femmes opprimées parvenait au tribunal. D'habitude, de telles horreurs restaient cachées et inaudibles. Une autre crainte permanente concernait les maladies. Au Moyen Âge, le fléau de la syphilis, arrivé seulement à la fin du XVe siècle, était encore inconnu. Mais des maladies vénériennes comme la gonorrhée et diverses éruptions cutanées étaient communes. Les archives de Londres mentionnent que même dans les bordels gérés par l'Église, la gonorrhée apparaissait de temps en temps. Les femmes étaient soignées aux frais de l'opération. Le traitement de l'époque consistait à appliquer des décoctions herbales ou des substances agressives, souvent inefficaces, mais ensuite, généralement, congédiées, sans doute pour éviter de contaminer d'autres. La frayeur de la contagion s'est encore intensifiée à mesure que vers la fin du Moyen Âge, la syphilis mentionnée se propageait, contre laquelle il n'y avait aucune protection. Mais cela nous mène à un autre chapitre de notre histoire, lorsque l'attitude sociale commença à s'opposer aux maisons closes. Mais avant de conclure, examinons les tentatives médiévales d'interdiction de la prostitution, et avec quels résultats. L'idée d'éradiquer la prostitution en tant que vice immoral séduisait bien entendu de nombreux moralistes et souverains. Dans l'Europe médiévale, il y eut plusieurs expéditions audacieuses contre les bordels, mais leurs instigateurs découvrirent bien vite que la victoire contre le métier le plus ancien était fugace. L'une des premières grandes tentatives d'interdiction globale fut entreprise par le roi de France Louis IX le Saint en 1254. Ce roi pieux, célèbre pour sa vie vertueuse, publia un édit ordonnant l'expulsion de toutes les courtisanes des villes et la confiscation de leurs biens. Au départ, il semblait qu'une stricte moralité allait régner en France. Un certain nombre de prostituées durent alors précipitamment quitter Paris ou d'autres villes. Les maisons closes furent formellement fermées. Pourtant, 2 ans plus tard, les chroniques rapportent que le roi devait rappeler l'application de son édit, et cela dans les villes placées directement sous sa gestion. Que cela implique-t-il? Que les conseillers municipaux locaux n'étaient pas très désireux de faire respecter l'interdiction. Beaucoup empruntaient la voie de mesures factices. Par exemple, le conseil municipal de Dijon écrivit au roi qu'il avait chassé les prostituées. Mais en réalité, il leur avait simplement attribué 2 rues à la périphérie.
Une telle solution à demi-mesure remplissait certes formellement l'ordre royal, tout en assurant que le métier continuait discrètement. Finalement, Louis IX dut se contenter du fait qu'au moins autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les femmes indignes avaient disparu de vue. Ailleurs, elles ne furent cependant pas éradiquées. Après la mort du roi, l'interdiction fut négligée, et les bordels continuèrent joyeusement en France. Un élan similaire pour la purification morale a surgi 2 siècles plus tard dans les terres tchèques hussites. Au XVe siècle, le mouvement religieux révolutionnaire appelait à un retour à la vraie moralité chrétienne, et la prostitution était totalement inacceptable pour les hussites. Les prédicateurs radicaux tonnaient du haut de leur chair que toutes les Cubénies, Prasné-Janqui, Mandely et Curvie devaient être expulsées des villes sans merci. Pendant les guerres hussites, et après, de nombreuses villes tchèques ont effectivement aboli officiellement leurs maisons closes. Par exemple, dans Tabor ou d'autres centres hussites, se sont construites une image de commune morale, sans maison publique. Et la fameuse Prague. Là aussi, les hussites prirent le pouvoir, et apparemment dans la capitale tchèque, les maisons closes disparurent réellement pendant longtemps. Le voyageur et humaniste Bohuslav Azisteinsky de Lobkovitch nota avec étonnement à la fin du XVe siècle qu'il n'avait trouvé aucun bordel à Prague, une rareté absolue en Europe. Cela semblait donc indiquer que le hussitisme avait accompli ce que Louis IX n'avait pas pu en France. Il avait expulsé la dépravation pour de bon. Mais comme vous pouvez le deviner, la réalité était un peu plus complexe. Le plus ancien métier avait peut-être disparu de vue, mais non du monde. La prostitution continuait de prospérer. Seulement elle s'était déplacée dans la clandestinité et le privé. Au lieu de bordels officiels, l'amour marchandé se pratiquait dans des maisons discrètes. Les femmes offrirent leurs services illégalement, dans des lofts loués, des auberges ou simplement dans la rue, sous le couvert de l'obscurité. L'historien Joseph Massek cita judicieusement un proverbe allemand. Le bordel a peut-être été brûlé, mais le feu s'est répandu dans toute la ville. En d'autres termes, l'interdiction a disséminé le vice partout, où il était encore plus difficile à contrôler. Le conseil municipal de Prague dut à plusieurs reprises, durant le premier quart du XVIe siècle, émettre des décisions sur l'expulsion des prostituées, ce qui suggérait que malgré le succès précédent, l'interdiction ne fonctionnait pas à long terme et que les femmes continuaient à revenir. Nous savons même d'un cas précis de 1530 où une célèbre prostituée de Prague vivait dans une maison de son propre, accueillant discrètement des clients. Il semble qu'il s'agissait d'une compagne de luxe de l'époque, qui avait malgré toutes les interdictions su obtenir une dérogation grâce à ses contacts influents. Il y avait alors aussi des réalistes, conscients de la futilité de combattre la nature humaine. Par exemple, l'érudit prêtre et avocat Pavel Židek, Paulus Scriptoris, actif au XVe siècle, conseillait ouvertement le roi Gigi de Podébrady de restaurer les maisons closes à Prague. Dans son écrit pour le souverain, il soulignait que le fait que la prostitution ait été poussée dans l'illégalité n'avait fait qu'empirer la situation et que Prague est pleine d'impuretés et de semences pernicieuses. Židek argumentait en substance, de la même manière que les pragmatiques médiévaux avant lui. Un bordel réglementé était un moindre mal comparé à une prostitution souterraine étendue à l'ensemble de la ville. Il est intéressant de noter qu'en arrière-plan de cette réflexion, on peut entendre l'écho de ce que disait déjà saint Thomas d'Aquin, que l'élimination totale de la fosse sceptique de la société ferait plus de mal que de bien. En Angleterre, où la société puritaine s'est imposée un peu plus tard, toutes les maisons closes furent définitivement interdites au milieu du XVIe siècle. Le roi Henri VIII Tudor, en 1546, au moment où la réforme fait rage et que l'Europe est décimée par la syphilis, ordonna la fermeture de tous les bordels de Londres. Cela marqua symboliquement la fin d'une époque, l'âge d'or des bordels médiévaux. En conséquence de cette interdiction, la prostitution s'empressa de se réfugier dans les tavernes, les cantines et souterrains. Les dames commencèrent à travailler comme des sous-locataires, discrètes,
dans des établissements apparemment innocents. Le célèbre quartier londonien de Bankside resta certes longtemps synonyme de débauche, on en parla même comme de quartier des lanternes rouges, mais le statut officiel avait disparu, et avec lui la protection dont bénéficiaient autrefois les bordels. L'histoire montre donc que les tentatives d'éradication totale de la prostitution échouaient généralement. Les cités-États médiévales et les royaumes oscillaient entre tolérance et répression. Chaque fois qu'une approche zéro tolérance était choisie, cela ne résultait pas en l'annihilation du phénomène, mais en sa transformation et sa cachette dans l'obscurité. De nombreux dirigeants et fonctionnaires revenaient donc au pragmatisme de la régulation. Une fois la vague d'enthousiasme religieux ou de panique morale retombée, les maisons publiques étaient au ça et là rétablies ou nouvellement autorisées, parfois sous d'autres noms tels cabarets ou salons de musique. Au XVIe et XVIIe siècle, bien que la réforme et la contre-réforme catholique aient conservé une ligne officielle plus stricte, la prostitution, dans la pratique, n'a pas disparu. Et ensuite, au XVIIIe et XIXe siècle, les États européens sont revenus à la régulation systématique de la prostitution, comme au Moyen Âge, avec des contrôles de santé, des livrets d'enregistrement pour les prostituées, et des bordels autorisés dans des quartiers définis. Mais nous sortirions désormais du cadre du Moyen Âge. Il est temps, à présent, de conclure notre périple historique et de réfléchir à ce que nous pouvons tirer de cette histoire pour notre époque contemporaine. À quoi ressemblait donc un bordel au Moyen Âge ? Nous avons vu qu'il s'agissait d'une institution surprenamment organisée, avec ses règles, ses taxes, sa dimension sanitaire et sa hiérarchie interne. Une maison publique pouvait être une cabane près des remparts ou une fière maison au centre-ville, pouvait fonctionner sous la supervision du conseil municipal, voire même de l'église, et bien que souvent les destins humains y soient aussi complexes que de nos jours. Le Moyen Âge nous offre une précieuse leçon. Même à une époque qui prônait ouvertement une morale stricte, les gens trouvaient pragmatiquement le moyen de tolérer et de gérer un phénomène que l'on ne pouvait éliminer de leur vie. Beaucoup de problèmes auxquels faisaient face les bourgeois de l'époque résonnent encore dans le XXIe siècle. Le débat sur la légalisation versus l'interdiction de la prostitution se poursuit, et les arguments ressemblent souvent de manière frappante à ceux du Moyen Âge. Une partie déclare: il vaut mieux avoir des maisons closes légales sous contrôle pour prévenir la criminalité, la violence et la propagation des maladies. Tout comme les conseillers municipaux médiévaux croyaient en la nécessité de la fosse dans le palais. L'autre partie rétorque: la prostitution est un mal moral et un problème social qu'il faut combattre, non légitimer. L'écho des voix de Louis le Saint ou des prédicateurs hussites est ici évident. Même aujourd'hui, trouver une solution idéale n'est pas aisé, comme le montre la diversité des législations à travers le monde. Dans certains endroits, les maisons closes sont légales et réglementées, ailleurs strictement interdites, et les historiens avertis ajouteraient que même l'interdiction pousse le problème à se déplacer vers l'illégalité, comme autrefois à Prague, quand l'incendie du péché s'est propagé dans toute la ville, une fois le bordel officiel banni. Le rôle et la perception des travailleuses du sexe elles-mêmes ont cependant évolué. Aujourd'hui, nous parlons d'elles plutôt comme de travailleuses du sexe que de termes péjoratifs. La société apprend à les voir comme des êtres humains, avec des droits, et pas seulement comme des femmes déchues. Pourtant, le stigmate du métier n'a pas complètement disparu. Même de nos jours, la prostitution porte souvent une condamnation sociale. Tout comme au Moyen Âge, les prostituées portèrent des signes humiliants de honte sur leurs vêtements. Les décors et les lois ont changé. Mais l'éternel conflit entre morale, liberté et nécessité subsiste. En traversant aujourd'hui symboliquement les portes d'un bordel médiéval, nous avons non seulement vu des détails piquants de la vie de nos ancêtres, mais également un miroir tendu au présent. Le métier le plus ancien accompagne l'humanité depuis toujours, et l'histoire des bordels médiévaux nous rappelle que les solutions simples fonctionnent rarement.
Peut-être devrions-nous écouter les voix des réalistes comme le maître Pavel Gidek et chercher des moyens d'aborder la prostitution aujourd'hui avec une compréhension des contextes historiques, à savoir qu'il est impossible de l'éradiquer complètement, mais qu'on peut la canaliser pour minimiser ses dommages et idéalement aider ceux qui y travaillent à une vie plus digne. Merci de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à donner un like et à partager. Je me réjouis déjà de vous retrouver la prochaine fois pour un autre voyage captivant dans l'histoire.